Bonjour à tous. Sont coupés. Alors, je vois que nous sommes déjà nombreux à se connecter. Nous allons attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, je suis avec Jean Cadeau pour ce webinaire sur la digitalisation des processus demande d'achat. Bienvenue à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez répondre via le chat que vous avez à disposition. OK. Un petit peu de temps à tout le monde de se connecter. Je vois que nous sommes déjà assez nombreux. Il y a des clients. Nous avons également des partenaires qui sont là. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis des nouveaux noms, donc c'est très bien. Je pense que nous pouvons commencer. Il est 11h04. Ça laisse le temps aux autres participants de se connecter. Donc nous allons initier ce webinaire sur la digitalisation des demandes d'achat et nous allons essayer de répondre à certaines de vos interrogations autour de ce sujet et vous montrer concrètement quelles sont les solutions proposées par K2. Donc, je suis avec Jean Cadeau. Bonjour Jean. Bonjour Alix et bonjour à tous. Voilà, donc Jean qui sera en chargé de la démonstration qui sera proposée à la fin de ce webinaire. Donc, comment va se dérouler concrètement cette présentation? Nous allons... Oula, j'ai été trop vite. Nous allons commencer par évoquer quelques chiffres sur cette thématique. Nous présenterons ensuite la plateforme K2 pour ceux qui ne connaissent pas encore avec une présentation de la société. Nous reviendrons sur des projets réalisés chez nos clients et nous terminerons donc cette présentation par une démonstration et la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à noter vos questions, à intervenir si vous avez envie voilà, de faire des commentaires, de donner vos impressions. N'hésitez surtout pas à participer. L'idée, c'est que ça soit vraiment un échange entre tous les participants. Donc, nous allons commencer par quelques chiffres sur justement cette thématique de la demande d'achat et plus largement, qu'est-ce qui aujourd'hui intéresse les directions achats en termes de priorité, en termes de digitalisation. Donc, nous avons pu analyser deux études qui ont été réalisées l'année dernière, une par Deloitte en début d'année et une par Agile Bayer et le Conseil national des achats en fin d'année 2019 sur justement la priorité des départements achats et la digitalisation. Donc, qu'est-ce qui ressort de ces études? Concrètement, 68% des directions achats aujourd'hui sont concernées par la gestion des coûts, les économies. C'est une tendance qui continue encore aujourd'hui. Et puis, on a d'autres priorités qui émergent, notamment la volonté de participer à des actions un petit peu plus stratégiques au niveau de l'entreprise, notamment en termes de développement durable. On parle beaucoup de RSE et puis aussi au niveau de l'innovation, de la digitalisation. Les achats sont souvent pionniers avec 62% des directions achats qui ont déjà mis en place ou sont en train de mettre en place d'ailleurs une stratégie de transformation digitale. On note aussi que le premier processus digitalisé en entreprise est le processus P2P et celui-ci est suivi de très près par tout ce qui va tourner autour de la gestion fournisseur. Alors la gestion fournisseur, c'est un grand sujet, c'est aussi une des priorités qui remonte de ces études avec 36% des directions achats qui souhaitent aujourd'hui améliorer et développer cette collaboration avec les fournisseurs. Donc, nous, à notre niveau, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on constate concrètement? On a une demande qui est croissante autour de la digitalisation des demandes d'achat. Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'aujourd'hui, ces demandes sont encore gérées via des canaux traditionnels, énormément de papier. Voilà, on peut imaginer aujourd'hui, en confinement, ce que peut être réaliser une demande d'achat via un formulaire papier. On va devoir remplir notre formulaire, le scanner, l'envoyer par mail. C'est extrêmement chronophage, ça demande énormément d'étapes manuelles. On a aussi une gestion qui est basée sur des fichiers Excel. Alors là, on est un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore optimal. On a différentes versions d'un document, on va devoir retrouver la bonne version, on va devoir compléter souvent des fichiers Excel qui sont, on va être honnête, assez imbuvables. Et puis, on va avoir une gestion qui peut paraître idéale avec voilà, une solution intégrée, un ERP, mais qui n'est pas toujours adaptée finalement à l'organisation, un manque d'agilité. On va devoir customiser notre ERP avec du développement spécifique. Et puis, on a aussi une problématique au niveau de l'ERP, c'est l'intégration avec le système d'information. Donc, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir adapter finalement cette grosse machine au fonctionnement de l'entreprise.
Donc, on note vraiment ces problématiques que sont le manque de visibilité, le manque de traçabilité sur l'ensemble du processus, la perte de temps associée aux tâches administratives et aux étapes manuelles, la perte d'informations associées qui peut être vraiment problématique. Il est tellement facile de perdre un document papier ou de remplir un fichier Excel et de sauvegarder une mauvaise version de ce fichier. Donc, on se retrouve avec des retards associés à ces processus qui vont avoir des impacts assez conséquents sur l'organisation. Et puis, aujourd'hui, plus que jamais, on est concerné par la mobilité. On a besoin de pouvoir effectuer une demande, que ce soit en home office, que ce soit en déplacement. On a besoin d'avoir accès à des outils mobiles et aussi d'avoir une gouvernance sur l'ensemble du processus, de pouvoir le tracer de bout en bout, de pouvoir aussi accéder aux données, de pouvoir contrôler et sécuriser ces procédures. Donc, c'est important de le garder en tête. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on propose, nous, en tant que plateforme? Donc, K2, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on sait qu'on a des clients qui sont présents, qui connaissent K2, mais on va quand même en parler. K2, c'est un leader du marché du BPM low-code qui tient son origine du workflow et puis du BPM. Et donc, l'idée principale de K2, c'était de proposer une plateforme qui puisse permettre tout simplement de créer des applications sans code, donc d'être accessible aussi aux non-développeurs et de pouvoir faire évoluer ces applications. Donc ça, c'était très important pour K2, c'était vraiment sa priorité. Et donc, depuis les années 90, K2 a bien évolué. Aujourd'hui, c'est une société qui est mondiale avec 3500 clients, 4 millions d'utilisateurs, une petite vingtaine de bureaux dans le monde, dont un à Paris, dans le 11e arrondissement, dont je fais partie. Et puis, en France, nous avons 250 clients. Parmi nos clients, 50% des sociétés du CAC 40. Donc, nous travaillons effectivement avec des grands groupes, mais aussi avec d'autres tailles d'entreprises, des PME, des organismes publics, beaucoup de secteurs publics. Et donc, nous essayons de nous diversifier, que ce soit au niveau du secteur, au niveau de la taille d'entreprise. Et puis, nous avons deux types d'offres. Donc, une offre disponible en SaaS, un K2 Cloud, et puis une offre on-prem avec K2 Five. Donc, nous diversifions également la typologie et le mode d'offre autour de K2. Et donc, concrètement, à quoi ressemble cette plateforme? Finalement, K2, c'est une boîte à outils qui se base sur 4 piliers, 4 modules principaux. Donc, nous allons avoir notre moteur de workflow qui va être le cœur de la machine. Je vais pouvoir, typiquement, pour ma demande d'achat, je vais pouvoir construire mon processus. Je vais pouvoir sélectionner les différentes étapes, les demandeurs, les valideurs. Je vais pouvoir créer des règles autour de la validation, des règles d'escalade. Voilà. Je vais pouvoir vraiment construire et paramétrer mon processus de manière totalement graphique avec du glisser-déposer. Et puis, je vais l'associer à des formulaires qui vont permettre aux utilisateurs de renseigner un certain nombre d'informations. Donc, ça reste dans la logique finalement du workflow avec quelque chose de très graphique. Je vais pouvoir paramétrer mes champs, je vais pouvoir customiser aussi mon formulaire. Et puis, un point très important, ce formulaire va être accessible depuis n'importe quelle interface, que ce soit un téléphone portable, une tablette ou un PC. Donc, le côté responsive design est très important. Donc, une fois que j'ai construit mon application, donc j'ai mon application qui fonctionne, je vais devoir éventuellement l'intégrer à d'autres briques de mon système d'information. Donc ça, c'est aussi une proposition de K2, de constituer une brique centrale du système d'information, de pouvoir se connecter aux différents outils. Typiquement, pour une demande d'achat, je vais peut-être avoir besoin d'aller chercher des informations dans mon ERP, une référence article ou fournisseur. Donc, je vais utiliser pour cela un connecteur. Je vais aussi avoir besoin de sauvegarder un certain nombre de documents dans SharePoint, par exemple, ou dans Box. Et puis, je peux y associer aussi de la signature électronique ou bien des outils de BI pour une analyse un petit peu plus fine de mon processus. Donc, on a un ensemble de connecteurs disponibles en natif, beaucoup issus du monde Microsoft, duquel on est très, très, très proche. Et puis, j'ai d'autres types de connecteurs, notamment avec SAP, avec Oracle, et des connecteurs génériques pour des solutions qui exposent des web services ou des API. Donc, je vais avoir vraiment un panel assez important de connecteurs. Et puis, le dernier module, ça va être le module Analytics. Donc, le module Analytics, concrètement, ça va me permettre de pouvoir monitorer l'ensemble de mes applications, de consolider mes données. Donc, j'ai une vingtaine de tableaux de bord à disposition que je vais pouvoir personnaliser
et des outils de suivi en temps réel qui vont permettre au final d'améliorer la performance de mes processus, d'appliquer des mesures correctives et de pouvoir faire évoluer ces applications. Donc, ça, c'est vraiment, donc on a vu la plateforme K2, on a vu la problématique liée à la digitalisation des demandes d'achat. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir concrètement comment est-ce que c'est implémenté chez nos clients. Donc, vous avez ici quelques exemples finalement de références de clients qui ont travaillé sur ce sujet, avec lesquels on a collaboré. Et puis, finalement, ce qu'on constate, c'est que la problématique de départ est souvent la même. On a un besoin lié à la traçabilité, à la transparence. On a besoin de simplifier notamment les échanges avec les prescripteurs, les valideurs, donc différents secteurs, différents départements sont concernés, hein, des départements juridiques, des départements comptables, la direction. On a aussi besoin, au niveau des achats, de sécuriser les procédures, donc de respecter les différentes étapes, les délais, les exigences réglementaires, et puis d'avoir une vision globale, de pouvoir vraiment monitorer et suivre en temps réel l'ensemble du processus. C'est quelque chose qui est mis en avant par nos clients, et surtout, c'est vraiment la priorité numéro 1, c'est la réduction du temps de traitement associé au stade, aux étapes, avec essayer de répondre finalement à des étapes qui sont aujourd'hui traitées de manière manuelle et de pallier à ces demandes, de les remplacer par des étapes automatisées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez nos clients? Nous avons, je vais citer 2 ou 3 références. On a Cimex. Alors, Cimex, c'est un acteur, un investisseur immobilier européen qui est basé en République tchèque. Et eux, concrètement, ils avaient déjà une solution de digitalisation de leurs applications. Ils avaient besoin de pouvoir finalement améliorer, faire évoluer ces applications. Le problème, c'est que le concurrent en question était finalement dépendant du monde Microsoft et n'avait pas la possibilité de fournir des connecteurs avec d'autres solutions. Et donc, ils ont décidé de migrer sur K2 Cloud, de migrer l'ensemble de leurs applicatifs. Donc, ça a pris un peu moins de 3 mois. Et cela leur a permis déjà d'améliorer la performance de leur process. Typiquement, pour une demande d'achat, le temps alloué à la demande était de quelques minutes. C'est passé vraiment à 10 secondes pour effectuer une demande via un formulaire de demande d'achat. Donc, ça a accéléré un petit peu le temps de traitement de ces demandes. Et puis, ils ont aussi pu finalement compléter leur parc applicatif en prenant la main sur l'outil K2 et en développant d'autres applications, comme par exemple des applications dédiées à la gestion des contrats. Donc, voilà le retour de Cimex. Ils sont très satisfaits de la solution, ils la font toujours évoluer aujourd'hui. Et puis, on a des clients historiques, des clients français comme Landra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et eux, ils avaient vraiment besoin, donc ils avaient le RP SAP que tout le monde connaît, qui est largement utilisé en entreprise, et ils avaient besoin de pouvoir créer des workflows complexes autour de SAP. Ils utilisaient du développement spécifique et ils ont cherché dans K2 une solution alternative. Et donc, cela leur a permis notamment de pouvoir développer un certain nombre d'applications, dont une application de suivi des processus de validation de 7500 factures et avoirs fournisseurs. Donc, imaginez effectivement le nombre de factures, le nombre de factures à traiter chaque année. Ils ont gagné énormément de temps avec cette application. Ils sont passés de 2 jours de traitement de la réalisation de la demande de SAP jusqu'au paiement à une vingtaine de minutes. Donc, ils ont gagné énormément de temps avec cette application et d'autres applications qui ont été mises en place autour de SAP. Et puis, on a des clients qui ont fait le choix de digitaliser l'ensemble de leur demande d'achat, de la demande jusqu'au paiement, ce qui est le cas de Deepsen, qui a digitalisé son processus Purchase to Pay. Donc, c'est un projet un petit peu plus complexe puisqu'on a des milliers d'utilisateurs qui sont concernés par cette application et elle est aujourd'hui encore largement utilisée. Donc, vous pouvez voir l'étendue et la diversité des projets qui sont réalisés avec K2. Donc, l'idée, finalement, c'est de se dire, OK, je peux digitaliser une partie de mon processus, mais je peux aussi prendre en compte l'ensemble du cycle d'achat, de la gestion des appels d'offres jusqu'au paiement, finalement. Et qu'est-ce qui se passe quand je décide finalement de digitaliser la totalité de mon processus?
Donc, on va prendre l'avion, on va traverser l'Atlantique et on va aller voir un client qui est basé au Canada. Donc, c'est un exemple assez significatif de ce genre de projet. Donc, c'est TransLink. TransLink, c'est un client, donc, comme je vous disais, canadien. C'est l'équivalent de la RATP au Canada. Ils ont plus de 7000 salariés, donc c'est vraiment une grosse structure. Et ils avaient besoin de digitaliser un ensemble de process liés justement à la maintenance et à l'amélioration de leur réseau ferroviaire. Donc, TransLink avait un programme de gestion de projets autour de 250 millions de dollars, donc c'était assez important. Ils avaient besoin de faire un certain nombre de demandes d'investissement, de traiter autour de 25 000 factures. Et pour cela, ils n'avaient pas encore trouvé de solution adaptée. Ils fonctionnaient encore sur un mode papier et ils avaient besoin finalement d'apporter une réponse à ces besoins finalement critiques pour l'entreprise. Donc, ils ont décidé tout simplement de digitaliser l'ensemble de leurs applications, plus ou moins complexes, hein, notamment la gestion des demandes d'investissement, le contrôle de coût des immobilisations ou encore la soumission des factures. Quel a été le retour sur investissement? Ils ont eu un retour assez concret. Déjà, ils ont gagné énormément de temps. Et puis ils ont pu finalement projeter un certain nombre d'économies autour de 330 000 dollars chaque année. Donc, c'est assez conséquent. Alors, ces économies, comment est-ce qu'on les justifie? Finalement, c'est tout ce qui va être lié au retard de paiement et aux pénalités qui étaient finalement assez importantes. Et ils ont pu résoudre ce problème finalement en automatisant l'ensemble de la chaîne. Donc voilà, donc ça vraiment un exemple assez significatif de comment K2 peut apporter des réponses, que ce soit au niveau des demandes d'achat ou au niveau du cycle d'achat dans son ensemble. Donc je vais passer la main à Jean et je vais le laisser continuer sur la démonstration. Alors, Merci Alix, je vais prendre la main. Hop, on va changer de présentateur et puis je vais partager mon écran. Du coup, en cette période un petit peu morose, cette période de confinement un petit peu morose, je vous propose de chausser vos lunettes de soleil et puis on va aller regarder en fait la démonstration de demande d'achat qu'on a imaginé pour vous et pour s'évader un petit peu. Donc voilà, c'est une demande d'achat empreinte de soleil. Donc vous devez voir mon écran. On est sur la page d'accueil de notre démo demande d'achat. Et donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer ce que ça peut donner d'un point de vue utilisateur final de participer à une application qui a été mise en place avec K2. Et puis ensuite, je prendrai 5 minutes pour vous montrer ce que ça veut dire que de mettre en place une application sans mettre les mains dans le code. Et donc, quelle est la philosophie de conception d'application K2. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est une page web. Vous êtes sur un site web qui a été mis en place avec K2. Tout ce que vous allez voir à partir de maintenant, ça a été mis en place sans jamais écrire une seule ligne de code. Et donc, ça a été mis en place avec la plateforme K2 en faisant du glisser-déposer, en répondant à des questions, en faisant un petit peu de paramétrage pour connecter l'application à une base de données, à l'annuaire de l'entreprise, à un outil de signature électronique. Tout ce que vous voyez aussi, c'est une suggestion de présentation, c'est-à-dire que si quand vous faites des demandes d'achat, vous trouvez que c'est pas au sein de votre organisation, vous trouvez que c'est pas très professionnel d'avoir un fond d'écran qui représente la mer et que vous voulez quelque chose d'autre, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Les couleurs que vous utilisez, la disposition de de chacun des messages, les images qui apparaissent, tout ça, c'est vraiment au choix du concepteur et donc de la personne qui met en place l'application. Donc là, on est sur une page d'accueil classique d'une application K2. Je vais retrouver le bandeau de titre tout en haut avec le nom de l'utilisateur qui est connecté. Je vais retrouver en dessous la liste des actions que je peux initialiser qui sont dépendantes de mon profil. Donc avec mon utilisateur Jean, je vais pouvoir réaliser ces actions-là. Je vois la liste de mes tâches, les choses qui sont en attente de mon intervention. Et puis en dessous, je vois la liste des demandes que j'ai faites, qui sont en cours et leur statut.
j'ai la possibilité de voir celles qui sont terminées, de faire un mixte entre celles qui sont terminées et celles qui sont en cours. Et puis aussi, en fonction de mes droits, je vais avoir la possibilité de voir mes demandes à moi, les demandes qui concernent mon pays ou les demandes du monde entier de mon organisation. Mais tout ça dépend de mon profil. Donc là, voilà, je vois toutes les demandes. Donc moi, je vais initialiser une demande d'achat. J'ai juste à cliquer sur l'icône qui est ici. Ça me charge le formulaire où on récupère des informations sur mon profil. Je vais devoir définir une date d'échéance pour ma demande. Je veux dire qu'elle doit être terminée, par exemple, pour le 7 mai. Donc c'est une demande qui est considérée comme urgente. Si je choisis une date plus lointaine, ça change le petit icône et c'est une demande qui n'est plus urgente. Je vais choisir un titre, test de demande webinar. Avril, je vais choisir un fournisseur. Mon fournisseur, c'est le fournisseur coronavirus. Un email, donc je vais mettre mon adresse mail. Hop, puisqu'en fait, à la fin du process, alors je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller jusque-là, mais à la fin du process, on envoie un document à signer numériquement au fournisseur. Ici, on va spécifier les instructions qu'on donne au fournisseur, donc les instructions. Hop, je suis très inspiré pour les commentaires. Et puis ensuite, je vais acheter des éléments qui font partie d'un catalogue achat, et donc je vais remplir mon panier. Les éléments que je vais chercher ici sont des articles qui sont dans mon catalogue achat, donc qui sont dans une base de données externe à K2 et au travers des connecteurs K2. Donc là, c'est une base de données SQL Server. Au travers des connecteurs K2, je vais aller interroger cette base de données. Et donc là, si je décide d'acheter un ordi, donc je saisis ces 4 caractères-là, je sors du contrôle et du coup, K2 me propose la liste des éléments du catalogue achat qui contiennent ces caractères-là. Donc, je vais prendre un ordinateur portable puissant. Une fois que j'ai sélectionné, ça récupère la description, la catégorie, le prix unitaire. Je vais en acheter 3. Ça me fait en ligne les calculs. Et puis après, je peux acheter d'autres éléments. Si j'achète une chaise, par exemple, je tape le début de chaise. Là, ça correspond à un seul et unique élément. Donc, il est directement sélectionné. Je vais en acheter 2, etc., etc. Donc, je continue ma demande. Je peux mettre un commentaire ici, je peux attacher des documents. Donc je vais chercher une image ici que j'attache. Et puis je me rends compte que je veux acheter d'autres éléments, mais que j'ai pas le temps de terminer ma demande. Donc pour l'instant, je vais l'enregistrer sous forme de brouillon. Donc du coup, il y a un identifiant qui est attribué à la demande, c'est la demande numéro 402. Et puis, je reviens sur ma page d'accueil et je pourrais revenir à tout moment sur cette demande que je retrouve dans ma liste de tâches. Et avant de soumettre ma demande, en fait, je vais rajouter des éléments à l'intérieur de cette demande-là, mais cette fois-ci, je vais le faire en mobilité. Donc, on imagine, je me déplace dans mes bureaux, et puis sur chacun des éléments qu'il y a à l'intérieur de mon bureau, il y a des codes barres, et en fait, je peux attacher ces codes barres à ma demande d'achat. Donc là, j'ai des exemples de codes barres que je retrouve ici. Donc voilà, si je veux acheter un PC compact, un PC puissant, un fauteuil, donc voilà, je vais acheter un fauteuil par exemple. Donc je vais prendre mon appli mobile K2, donc que vous retrouvez sur la droite ici. Donc je vais me connecter. Hop, je vais aller chercher l'appli mobile K2 qui est ici. Voilà, et je retrouve ici la liste des tâches que j'ai à faire. Donc, je vois toutes les tâches qui concernent le workflow demande d'achat, et puis j'ai d'autres tâches qui concernent d'autres processus. Vous voyez, j'en ai un paquet. Je vois celles qui sont à traiter rapidement avec un petit icône rouge sur la droite. Et puis j'ai accès aussi à tous les formulaires que je peux déclencher sans forcément être lié à une tâche. Donc je retrouve mon formulaire de demande de congé, déclaration d'incident, etc., etc. Moi je vais sur la partie
demande d'achat mobile, et je retrouve une version mobile qui me permet d'attacher un article à une demande d'achat, et je peux attacher l'article en scannant un code barre ou en le recherchant manuellement dans mon catalogue. Donc moi, bien évidemment, je vais scanner un code barre. Donc je choisis scanner, ça déclenche mon appareil photo, et puis je vais pointer mon appareil photo sur sur le code barre, et donc on voit que ça a récupéré un produit de la catégorie bureautique qui coûte 149 €. Je vais en acheter deux. Hop, je choisis mon clavier, voilà, j'en achète deux, et puis je vais dire que je vais attacher cet article à une demande d'achat existante, et donc je choisis parmi mes demandes d'achat ma demande, donc la demande 402. Une fois que j'ai fait ça, je peux acheter un autre produit. Donc je vais poursuivre. Et puis cette fois-ci, là, je sais pas, je vais acheter donc PC puissant, on a déjà vu. On va prendre un QR code. Hop, le PC compact, en scannant toujours un code barre. Toc. Voilà. Et donc à 799 €, j'en achète deux aussi. Et toujours, je l'attache à ma demande 402. Pour moi, j'ai terminé. Donc je clique sur le bouton terminer. Et j'ai fini la partie mobile. Je pose mon téléphone et je reviens du coup sur mon formulaire qui est là, et je reprends en mode bureau ma demande d'achat. Donc je charge la tâche qui est ici, et sur cette tâche-là, je retrouve dans les éléments qu'on achète, les éléments qu'on avait choisis tout à l'heure, plus les quatre nouveaux produits. Et si je regarde l'historique de la demande qui est ici, je vois que pendant que la demande était en brouillon, il y a Jean qui, depuis l'application mobile, a attaché deux articles de type fauteuil et deux articles de type ordinateur portable compact. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mon commentaire d'initialisation, et puis je vais pouvoir soumettre ma demande en cliquant sur le bouton envoyer. Donc la demande est envoyée, je reviens sur ma page d'accueil et je n'ai plus de tâche 402 à traiter. En revanche, je retrouve ma demande dans la liste des demandes qui sont en cours en dessous, et je vois qu'elle est en statut validation pour le premier niveau de seuil. Alors qu'est-ce que ça veut dire validation pour le niveau de seuil 0 ? Si je veux en savoir un petit peu plus, je peux cliquer sur la référence de la demande, et ça va m'ouvrir ce qu'on appelle chez K2 le suivi graphique. Le suivi graphique, qu'est-ce que c'est ? C'est un composant qui montre le workflow qui a été dessiné par le concepteur, et qui, avec des codes couleurs, va indiquer par quelles étapes on est passé. Donc quand on était sur le formulaire de demande, la toute première fois, on était au niveau du bouton vert. On a enregistré notre demande en mode brouillon, donc on a pris le chemin vert qui est ici, et on a été sur l'étape modification. Sur l'étape modification, on aurait pu annuler notre demande, et du coup on aurait pris le chemin qui descend vers le bas pour arriver sur un état final. Mais en fait, nous, on en a profité pour rajouter des éléments, et une fois qu'on a rajouté des éléments, on a envoyé notre demande en validation. Et donc, on a pris ce chemin-là, on est passé par une étape qui est une étape complètement automatique qui s'appelle lister les valideurs, qui va en fait calculer en fonction de la demande quelles sont les personnes qui doivent intervenir et la valider. Donc là, on est sur une validation en série, c'est-à-dire que les gens interviennent les uns à la suite des autres en fonction du seuil de validation de chacun. Et donc ensuite, on rentre sur une boucle ici qui permet de faire cette validation par seuil. Et donc là, on est au premier niveau de boucle. S'il y a besoin d'une deuxième validation, une fois que cette personne-là, elle aura validé, on repassera sur cette étape-là, mais pour une autre personne. Donc ça, c'est le suivi graphique, et c'est ce qui a permis de créer l'application, et c'est accessible aux utilisateurs pour qu'ils puissent se situer de manière plus globale sur le processus. Donc je vais me connecter avec un autre utilisateur, la personne qui doit intervenir derrière. Et donc c'est Eric. Alors Eric, normalement, a reçu un premier email que je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors je suis en mode dark. Je vais passer en mode un peu plus clair. Et donc on voit que
alors c'est à quelle heure? À 11h31, il est 11h32. Eric a reçu un email qui lui disait que Jean avait créé une demande d'achat qui a l'identifiant 402 et d'un montant de 6 819 €. Donc là, pareil, les mails que K2 est en mesure de vous envoyer, le concepteur va pouvoir complètement les personnaliser, choisir les logos qui apparaissent ici, la couleur, la disposition, les messages. On va pouvoir mettre des choses qui proviennent du formulaire si on le souhaite, ce qui est le cas pour nous, pour le montant, pour la personne qui a fait la demande, pour sa référence. Et puis, depuis l'email, on va pouvoir fournir des liens pour que les gens accèdent directement au formulaire, ce qui est ici, ou alors dans certains cas, on va pouvoir faire de la validation par mail. Donc, c'est le principe, c'est en tant qu'utilisateur, je réponds à l'email, j'écris valider sur le si je veux la valider, hop, valider. Bon, moi, je vais pas le faire, je mets n'importe quoi. Et j'envoie cet email-là. Et en fait, K2 va recevoir l'email, va regarder ce qui a été répondu, et si ce qui a été répondu, ça correspond à quelque chose d'attendu, alors on va prendre le chemin correspondant dans le workflow. Et puis, si c'est pas le cas, on va envoyer un email à la personne pour lui dire, bah, j'ai pas compris ta réponse, tu peux me répondre que ça ou ça. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de temps en temps, ça ne l'est pas dans tous les cas de figure, mais dans certains cas, ça peut être intéressant, ça permet à certaines personnes qui utilisent beaucoup leur email d'éviter d'aller sur une autre application pour prendre des décisions. Donc ça, c'est le mail que j'ai reçu à l'origine. Et puis en fait, 2 minutes après, j'ai reçu un autre email que je charge ici, hop, pour indiquer à Eric, donc vous voyez, il est 11h33 à l'heure à laquelle on a reçu le mail, donc vraiment 2 minutes après le premier, pour dire que la demande était en attente de validation depuis trop longtemps, qu'il fallait qu'on se dépêche. Donc pour les besoins de la démo, on a mis une alerte qui se déclenche au bout de 2 minutes. Bien évidemment, on peut laisser un peu plus de temps à nos utilisateurs pour faire leur travail. On peut mettre des jours, on peut et c'est souvent aussi ce qui est utilisé, mettre des alertes qui vont se déclencher en fonction du contexte de la demande. Si la demande elle est urgente, les alertes elles peuvent se déclencher plus rapidement que si la demande ne l'est pas. Si on a saisi une date d'échéance, on va pouvoir avoir des alertes qui se déclenchent X jours avant la date d'échéance, par exemple. Tout ça c'est paramétrable. Le concepteur choisit ces choses-là au niveau de la conception du workflow pour que derrière il y ait des bons mails qui sont envoyés au bon moment. Donc voilà pour les mails, et donc je vais me connecter avec Eric. Donc là, quand j'étais connecté avec Jean, j'étais connecté avec mon navigateur Edge. Je vais me connecter à présent avec Chrome. Toc. Demande d'achat, et là cette fois-ci on me demande de m'authentifier puisque je suis en navigation privée, et donc je vais m'authentifier avec Eric. Et donc la lumière d'authentification que j'ai ici, c'est la lumière d'authentification de mon entreprise, puisque je suis sur au niveau, on gère nos utilisateurs au niveau de notre Azure Active Directory, et donc là c'est l'annuaire Azure Active Directory qui est utilisé pour authentifier les utilisateurs sur K2. Donc une fois que je suis connecté avec mon utilisateur Eric, j'arrive sur la même page d'accueil que Jean, avec des petites différences. Forcément, j'ai pas la même liste de tâches, j'ai pas la même liste de demandes. On voit que avec mon profil, je peux voir les demandes qui ont été faites par le Royaume-Uni, que je ne peux pas voir les demandes qui ont été faites par tout le monde, que je n'ai pas accès non plus à toutes les actions que Jean avait, puisque tout ça est lié à mon profil. En revanche, je retrouve bien notre demande 402 qui est ici en validation pour un montant de 6 800 €. Et en double cliquant dessus, je vais donc charger la tâche et pouvoir la traiter si je le souhaite. Donc là, je retrouve les informations qu'on a saisies ensemble. Voilà. Je vois les pièces jointes qui ont été attachées, je peux mettre mes commentaires, je peux rajouter des pièces jointes. Si je refuse, ici, il faut absolument que je saisisse un commentaire. Je ne peux pas refuser sans saisir de commentaire. Et puis, si je suis d'accord, je peux juste valider la demande. Je vais mettre un commentaire pour la forme, OK pour moi, et donc je vois l'historique en dessous et je valide. Du coup, la demande disparaît de ma liste des tâches en tant que Eric, et elle passe à l'étape suivante.
Si je me reconnecte à présent avec mon utilisateur Jean et que j'actualise ma page ici, je vois que ma demande était au premier niveau de validation de seuil. Si j'actualise, je vois que maintenant elle est au deuxième niveau de validation qui est lui à 2000 €. Je pense que vous avez compris le principe. Après, je me connecte avec un autre utilisateur pour faire avancer mon processus. Alors, je reviens sur le workflow ici. Et on voit qu'on est toujours à l'étape validation par seuil, mais qu'on a déjà emprunté ce chemin-là au moins une fois. Donc on est dans la boucle ici. Et donc qu'est-ce qui se passe après, une fois que tout le monde a validé sur notre demande d'achat de démonstration, on va générer un bon de commande en PDF, puis on va déclencher un workflow de validation, de signature électronique du bon de commande. Donc ça va être envoyé au fournisseur. On va lui demander au demandeur puis au fournisseur. On va leur demander à chacun de signer électroniquement avec l'outil DocuSign. Et une fois que la demande elle est signée, elle est considérée comme validée et terminée. Donc voilà le workflow tel qu'on l'a imaginé pour cette démonstration-là. Une fois qu'on a nos applis qui tournent, on va pouvoir, comme le disait Alix, surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc on a du monitoring qui est disponible ici. Donc le monitoring, qu'est-ce que c'est? Ce sont des des statistiques qui fonctionnent avec n'importe quelle application workflow que vous mettez en place. C'est-à-dire que ça va vous remonter des informations sur le nombre de demandes qui sont faites, à quelle date, à quelle période, le temps nécessaire pour traiter ces demandes-là, etc., etc. Donc là, je vois que sur ma demande d'achat, depuis la mise en production, alors je vais pouvoir me concentrer peut-être plutôt juste sur la dernière année, donc sur l'année glissante, je vois le nombre de demandes qui ont été faites, donc 78, qu'il y en a 8 qui sont en cours, qu'il y en a 0 qui sont en erreur, il y a eu 39 escalades qui se sont soulevées sur cette période-là. Je vois la saisonnalité de ma demande, donc là c'est classé par mois, donc je vois combien de demandes qui ont été faites mois par mois, et je vois qu'au mois de mai l'année dernière, il y a eu une trentaine de demandes, quand en général on tourne plutôt aux alentours de 5 ou 6 sur les autres mois de l'année. En dessous, je vois les dernières demandes qui ont été faites et par qui. Et puis, encore en dessous, je retrouve la durée nécessaire pour réaliser chacune des étapes qui composent le workflow pour ces demandes-là. Donc, je vois qu'en moyenne, c'est l'étape modification qui prend le plus de temps. Et donc, je vais pouvoir me concentrer là-dessus sur une application qui est en production pour voir quels sont les goulots d'étranglement dans mon process. C'est pas rare d'avoir des applications dans lesquelles on a une quarantaine, une cinquantaine de tâches. Donc, on a des graphes un petit peu plus touffus que ce qu'on peut voir ici. Puis en dessous, on a des informations sur la durée nécessaire pour faire chacune des étapes, mais classées par mois. Donc ça c'est le monitoring. On a ça de manière complètement classique avec K2 sans rien faire. Hein. Ce sont des rapports qui sont disponibles pour toutes les applications que vous mettez en place. Et puis après, on a la possibilité de se créer ses propres rapports si on le souhaite. Et c'est la partie qu'on va appeler le monitoring. Le reporting, pardon. Et donc, le reporting, ici, il est lié aux données qui circulent à l'intérieur du processus. Là, le reporting que vous voyez, c'est du reporting qui a été mis en place avec Power BI, c'est écrit en dessous. Et donc, n'importe quel outil de reporting va pouvoir interroger K2, puisque K2 expose ses données en haut data. Et donc, n'importe quel outil, Tableau, ou pourquoi pas même Excel, des outils comme BO vont pouvoir récupérer les informations K2 pour présenter ces informations de manière graphique. Donc là, je retrouve les demandes qui ont été faites par pays, le montant des demandes par pays et par mois. Je peux me concentrer sur un pays en particulier en cliquant sur la France et ça va surligner ce qui correspond à la France sur les autres graphes ici. Et puis sur la deuxième page, j'ai ma jauge d'engagement budgétaire globale. Si je veux me concentrer sur la France, je clique sur la France et je vois la consommation pour la France. Donc voilà la partie reporting. Ensuite,
une dernière chose qu'on retrouve souvent dans les applications de K2, c'est la partie configuration. Alors c'est l'icône que je n'avais pas quand j'étais connecté avec Eric, et donc on va pouvoir donner des droits particuliers à certains utilisateurs de l'application pour qu'ils puissent agir sur la configuration de l'application sans forcément jouer sur les objets de conception K2, et donc on a souvent des mini interfaces d'administration qui sont fournies avec les applications. Donc là, on va aller sur la partie configuration de l'application demande d'achat, et qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant? On va retrouver par exemple ici, ce qu'on a pu constater, c'est la validation par seuil. Donc on voit que pour des demandes qui sont comprises entre 0 et 2000 euros, il y a Eric qui va intervenir. Entre 2000 et 10 000 euros, une fois qu'Eric sera intervenu, il y a Cathy, puis après il y a Marcus. Là, on fait intervenir des personnes, mais on pourrait faire intervenir des groupes de personnes. On peut changer ces choses-là. Je peux dire que, par exemple, à partir de maintenant, c'est plus Marcus qui valide les demandes de plus de 10 000 euros, c'est Alix. Et donc, je vais chercher Alix dans l'annuaire de mon organisation. Je la retrouve et je la sélectionne, j'enregistre, et c'est pris en compte immédiatement. Maintenant, c'est Alix qui, dès qu'une demande sera supérieure à 10 000 euros, devra intervenir. Je retrouve la liste des utilisateurs qui ont le droit de venir sur cette interface pour faire des modifications, la liste de mes pays, des utilisateurs par pays, et donc je vais retrouver Jean dans la partie France, et puis je retrouve une vue de mon catalogue d'articles, c'est-à-dire que les informations que j'ai là, K2 va les chercher dans une base de données SQL Server et me présente une interface qui permet d'agir sur cette base de données si je le souhaite. Donc voilà pour la demande d'achat d'un point de vue utilisateur final. Avant de passer à une démonstration, à la démonstration de la partie conception, je voudrais revenir en fait sur une question qui a été posée par Paul hier sur LinkedIn. Donc Paul, c'est quelqu'un qui suit le webinaire actuellement, et qui nous a interrogé hier sur LinkedIn quand on a annoncé le webinaire pour savoir en fait quels étaient les temps qui étaient constatés pour mettre en place des applications K2, et comment on pouvait faire pour aller plus vite. Alors c'est un sujet qui est hyper vaste, mais que je vais essayer de traiter tout de suite avant de passer à la partie conception. Donc ce qui est important, c'est que K2 c'est une plateforme dite low-code, donc qui vous permet de créer des applications sans écrire de code. Et donc, ce que va vous permettre de faire cette plateforme-là, c'est de gagner énormément de temps sur la partie technique, sur la mise en place de votre application. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de code à écrire, ça se fait par glisser-déposer, ça peut être fait par des gens qui sont pas forcément des développeurs de fou, ça va être fait par des gens qui maîtrisent un petit peu l'informatique, mais qui sont pas forcément des développeurs aguerris. Donc vous avez une grosse population chez vous qui peut faire ce genre de choses. Et du coup, c'est sur la partie réalisation de l'application qu'on va gagner du temps. Les benches qui ont été faits par nos clients nous permettent de dire qu'en général, la réalisation d'une application avec K2 se fait entre 5 et 15 fois plus rapidement que si on fait du développement spécifique. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps à ce moment-là. En revanche, K2 ne change rien sur ce qui est en amont de la réalisation. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre en place une application avec K2, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez mettre en place, vous avez besoin de le spécifier, et du coup, cette partie-là, qui est une partie hors K2, elle reste à faire, et on a pour habitude de dire que c'est à peu près la moitié du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini ce que vous voulez, il va falloir à peu près consommer le même temps pour pouvoir le réaliser quand on le fait avec K2. Et aujourd'hui, des applications K2, on a des clients qui mettent en production des applications qui ont nécessité
une demi, voire une journée de travail, qui sont on va appeler ça des petites applications, et on en a d'autres qui passent plus de temps et qui vont avoir des applications pour lesquelles il leur faut 30 à 40 jours de travail technique pour la mettre en place. Donc la fourchette est assez vaste. L'application que vous avez ici, la gestion des demandes d'achat, c'est quelque chose qui se fait en 4-5 jours. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec K2, on fait tout pour que ces temps soient accélérés. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout se construit avec K2 sous forme d'objets et d'objets réutilisables. Donc, plus je mets en place d'applications avec K2, plus je vais être en mesure de les mettre en place plus rapidement. Donc, donc en fait, ma première application K2, elle va porter du travail qui ne sera pas forcément porté par les autres. Et donc, je mettrai plus de temps pour la mettre que ce que je ferais pour la troisième ou la quatrième application. Et puis à côté de ça, K2 fournit des accélérateurs aussi. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. Ça s'appelle les Smart Wizards, les App Wizards, qui sont des modèles d'applications déjà tout faits que vous pouvez déployer sur vos environnements, réutiliser tels quels ou qui peuvent vous servir de base pour votre application. On en a dans divers domaines. On a des demandes de congés, des demandes d'achat, des demandes d'entrée-sortie de collaborateurs, des demandes de réservation de salles. Donc, on a pas mal de sujets. Il y en a une trentaine, une quarantaine de sujets, on va dire administratifs, qui peuvent servir un petit peu à n'importe quel type d'organisation et qui sont en fait des squelettes applicatifs. Alors, c'est un peu plus qu'un squelette parce que vous pouvez l'utiliser tel quel sans faire de modifications et qui vont vous permettre d'aller encore plus vite puisque il y a des pages d'accueil qui sont faites, le workflow qui est déjà imaginé et après vous n'avez plus qu'à rajouter votre étape ou en enlever une parce que chez vous il y a une étape de validation supplémentaire. Donc vraiment tout est fait dans la plateforme K2 pour accélérer les temps de mise en place. Et donc qu'est-ce qui fait qu'une application va être plus ou moins longue à mettre en place? Ça va être le nombre de personnes, de mon workflow. Là, j'avais un workflow à 3-4 étapes humaines. Si j'ai un workflow à 50 étapes, ce sera forcément plus long à mettre en place. Derrière chacune de mes étapes humaines, j'ai un formulaire à mettre en place. Et donc, dans mon formulaire, si je dois avoir une quarantaine de champs à saisir ou si j'ai juste 5 champs à saisir, c'est pareil, ce sera plus ou moins long, puisque plus j'ai de champs à mettre, plus il va falloir imaginer de règles entre ces champs-là, c'est-à-dire quand je sélectionne une valeur dans ce champ-là, ça rend obligatoire la valeur d'à côté, etc. Et donc c'est ça qui va permettre de définir le temps qui est nécessaire pour mettre en place une application K2. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de quitter un petit peu ce fond d'écran idyllique pour passer sur la partie conception et pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond que de mettre en place une application sans écrire de code. Donc je bascule côté designer. Ici, je suis sur la page d'accueil. Je retrouve les différents objets K2 que je peux mettre en place. Donc, je vais pouvoir mettre en place des workflows. Je pense que le terme workflow, ça parle à tout le monde. Donc, c'est le processus tel qu'il est défini graphiquement. Donc, je peux mettre en place des formulaires. Donc, les formulaires, ce sont les pages web qui vont s'afficher pour les utilisateurs. Je vais pouvoir mettre en place des vues. Alors, une vue, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de page. Et donc, c'est un composant réutilisable. Donc, par exemple, j'ai mon en-tête de formulaire, mon pied de page, qui sont des vues que je vais pouvoir réutiliser dans plein de formulaires. Le jour où je fais une modification, je fais la modification au sein de ma vue et c'est pris en compte dans tous les formulaires qui utilisent cette vue-là. Et le Smart Object, c'est ce qui définit les données qui circulent au sein de mon application. Donc, les données que je vois dans mon formulaire, les données de référence qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une liste déroulante, par exemple. Donc, mon catalogue achat sont les données que K2 va aller chercher dans des outils tiers grâce à ces connecteurs ou les données que l'utilisateur remplit. Donc, on va parcourir le contenu de mon outil de conception. Je suis sur mon application de demande d'achat ici. Ici, je vais sur la partie workflow pour commencer, que je demande à éditer cette partie-là. Je vais retrouver l'outil de conception K2 et ici, je vais avoir la même chose que ce qu'on voyait tout à l'heure dans le suivi graphique, mais sans les couleurs qui m'indique par où je suis passé, puisque là, je bascule en mode conception. Donc, on va laisser
l'outil de conception chargé, voilà, donc je retrouve mon workflow et je vais pouvoir changer le séquencement de mon process. Je vais pouvoir dire que je voudrais insérer une étape entre ces deux-là, donc j'enlève le lien qui est là, je vais dire que je veux envoyer un email, toc, donc je vais reconnecter la flèche à cet endroit-là. Je vais dire qu'une fois que l'email est fait, on bascule sur une autre étape. Une fois que cette étape-là sera terminée, on retournera sur le chemin standard. Donc là, j'ai changé le séquencement de mon processus. Je vais pouvoir définir ce qui doit se passer ici. Donc, je vais pouvoir dire que on va faire appel à un utilisateur. Donc, on va demander à quelqu'un d'intervenir, de répondre à des questions. Je vais pouvoir aller chercher mes intégrations avec DocuSign, avec mon outil de CRM. Là, je retrouve tous mes connecteurs K2 qui sont là. Et vous voyez, j'en ai vraiment pas mal. Et puis je vais pouvoir choisir des tâches dites basiques, comme mettre à jour une donnée, appeler un sous-processus. Donc, moi, je vais mettre à jour mon folio ici, par exemple. Et puis, une fois que j'ai choisi ces choses-là, vous voyez, là, il y a un petit point d'exclamation qui est apparu. C'est pour me dire que, en fait, je ne peux pas déployer ce processus-là tant que j'ai des points d'exclamation qui apparaissent. C'est-à-dire que j'ai des choses à configurer pour pouvoir déployer l'application. Et la configuration de chacune des étapes, c'est ce qui se passe sur la partie droite. Alors, je vais prendre l'envoi de mail, parce que c'est quand même très simple à comprendre. Et donc, si je clique sur l'envoi de mail, je retrouve les différents champs qui vont composer la configuration de mon envoi de mail. Donc, je dois définir qui va recevoir le mail. Et donc, je peux choisir des personnes en copie. Je peux ajouter des personnes dans les différents destinataires. Je vais pouvoir choisir un sujet. Donc, le sujet de mon mail, ici, un corps de message. Je vais pouvoir mettre des pièces jointes, changer la priorité du mail. Je vais dire que c'est un mail urgent. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir faire appel à des données dynamiques. Donc, je retrouve sur la partie droite, ici, dans mon contexte, toutes les informations qui circulent dans mes formulaires. Et donc, je retrouve les informations sur ma demande d'achat. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, le montant total dans le sujet. Je vais pouvoir mettre le nom du demandeur dans le corps du message, la description ici, etc., etc. C'est comme ça que je vais composer des choses dynamiques au sein de mon application. Je vais retrouver, comme je retrouve dans Excel, des fonctions qui vont me permettre de faire du traitement sur mes données. Donc, par exemple, faire des calculs comme ça, avant de les envoyer dans mon ERP, des choses comme ça. Donc voilà comment je compose mon workflow K2. Puis une fois que j'ai fini de configurer tout ça, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton déployer pour que ce soit cette nouvelle version qui soit prise en compte. Bon, moi je peux pas le faire parce que j'ai pas tout configuré. Donc je vais supprimer les modifications que j'ai faites et il me reste très très peu de temps. Je vais quand même essayer juste pour vous montrer la philosophie, vous montrer comment fonctionne la modification de formulaire. Donc, je vais sur ma demande d'achat ici, le formulaire, et du coup, je vais éditer ce formulaire pour pouvoir le modifier. Hop. J'avais pas eu de message d'erreur jusque-là, donc fallait bien que ça arrive à un moment donné, parce que j'ai cliqué 2 fois sur le même bouton. Et donc, je demande à éditer mon formulaire et j'arrive sur une interface WYSIWYG. Donc, ce que je vois à l'écran, c'est à peu près ce que l'utilisateur final va avoir. Et donc, je retrouve les différentes vues, la vue d'en-tête, la vue de détail de la demande. En dessous, j'ai le panier, les commentaires, les pièces jointes, etc., etc. Et donc, si je veux faire des modifications ici, je vais pouvoir, par exemple, commencer par changer le thème qui est utilisé, donc la charte graphique. Donc je vais prendre par exemple le thème lithium qui casse un petit peu en termes de couleur. Après, alors je peux pas intervenir directement ici parce que ce sont des vues, donc il faudrait que j'aille sur la vue. Mais moi je vais pouvoir rajouter par exemple un tableau que je vais mettre ici. Je vais dire qu'à l'intérieur de ce tableau-là, il y a un champ de type rating. Tout en bas du tableau, je vais fusionner
fusionner mes colonnes et puis je vais mettre un champ de type rich text box pour saisir un gros commentaire. Donc voilà comment je compose mon formulaire K2. Puis une fois que j'ai fait ça, je peux mettre des règles sur les champs pour dire qu'en fonction de ce sur quoi on a cliqué, de la valeur qu'on a sélectionnée, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, qui deviennent obligatoires ou pas, des calculs qui sont faits, des appels à des services extérieurs. Et donc, je fais tout ça au travers des règles K2 qui sont ici. Mais bon, il est 11h57. J'ai déjà bien entamé le temps qui était imparti. Donc, je vais m'arrêter là. J'enregistre ici et une fois que c'est enregistré, si je reviens sur ma demande et que je fais une nouvelle demande d'achat, vous voyez, le formulaire il a changé en termes de charting. C'est plus tout à fait les mêmes calendriers qui s'ouvrent. Je retrouve mais les champs que j'ai rajoutés. Donc voilà comment on met à jour des formulaires avec K2. J'en ai fini pour la démonstration. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser le panneau de questions-réponses pour poser vos questions. Et puis moi, je vais basculer dessus pour voir si pendant le webinaire, pendant que je parlais, il y a déjà des questions qui ont été posées. En tout cas, comme Alix, merci à tous pour avoir participé à ce webinaire, pour avoir posé toutes ces questions. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez des précisions sur certains points, si vous voulez qu'on fasse des démonstrations à d'autres personnes chez vous. Je vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi et Alix, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci à tous et puis à très bientôt.